Femme de mission, femme d'engagement. Aujourd'hui, on jase là avec Josée Bouchard. Bonjour Josée, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Oui. Merci de m'avoir lancé cette invitation-là. Bien, je trouve ça important de parler des gens qui sont dans notre MRC puis des gens qui font partie de la construction de cette MRC-là comme étant la plus belle au monde. Je te le dis, moi. Ah oui. Fait que là, on va faire un peu le bilan, le tour de ta vie plutôt qu'un bilan, là, parce qu'un bilan, c'est comme s'il n'y avait plus rien après, puis il en reste plein Ah oui. de belles choses après pour toi. Josée, t'es née où, toi? Hey, moi, je suis née à Sorel. À Sorel? Oui, mais j'ai pas de parenté à Sorel. OK. C'est pas un accident de parcours, c'est vraiment parce que moi, mes parents sont originaires du Bas-Saint-Laurent, de Rimouski, de Cousapscal, dans la vallée Matapédia. Puis mon père, qui avait fait son cours commercial à Rimouski, a été engagé à l'époque par la Banque provinciale, qui est devenue la Banque nationale. Puis a eu un premier emploi à Cousapscal, où il a rencontré ma mère. Et il faut dire que dans les années 60, c'était pratique courante dans toutes les institutions bancaires de faire évoluer leurs employés, mais à travers différents transferts. Donc, travailler à différents endroits. oui, puis évidemment, en évoluant aussi dans le cadre de leur carrière. Donc, ce qui a été vraiment le cas de mon père, qui finalement, dès qu'ils se sont mariés à Cousapscal, ils ont été tout de suite transférés à Sorel. Et c'est là qu'ils m'ont conçu, qu'ils ont conçu ma sœur, parce que j'ai une seule sœur. OK. Et puis, à 18 mois, on a 11 mois de différence. Puis à 18 mois, déjà, il était retransféré, et cette fois-ci à Montréal, où là, j'ai passé ma petite enfance, si on peut dire, dans le quartier Saint-Michel, qui, à l'époque, d'ailleurs, était... où il y avait vraiment deux communautés importantes, c'est-à-dire italienne et grecque. Donc, j'ai appris à côtoyer. Je suis en immigration aujourd'hui. Oui, je suis ethnologue aussi de formation. OK. Donc, c'est pour dire que la vie, elle nous forge aussi. Et puis, après, quand j'avais 8 ans, on était retransférés. Mon père est devenu assistant gérant, qu'on disait, à Saint-Guillaume, qui est une petite municipalité tout près de Drummondville. Et on a été là seulement 2 ans, mais ça a été 2 années marquantes, ça, dans mon enfance. OK. On t'arrêtait là, mais on va revenir sur cette partie-là. Là. Ta mère, elle faisait quoi, elle? Est-ce qu'elle était femme au foyer? Oui. Parce qu'on Ma sait que mère, elle avait fait l'école familiale, là, l'école OK. ménagère. Les préparait à devenir des femmes... Des femmes là, vraiment parfaites, là, la femme au foyer, mais aussi, il n'y avait pas juste, tu sais, parce que c'est souvent péjoratif là, quand on dit ça. Ma mère d'abord vient d'une famille qui était formidable, puis c'est elle qui a demandé à aller à cette école-là. Elle avait un esprit d'indépendance, puis elle y est allée 2 ans à Rimouski. Puis, donc, c'est ça, elles apprenaient à devenir aussi... des femmes qui allaient pouvoir aussi accompagner des hommes de carrière. C'était vraiment comme ça. Oui. Donc, ça veut dire que c'était dans le savoir-être, dans le savoir-faire. Et d'ailleurs, elle m'a transmis un amour de la cuisine, de l'art de la table, qu'elle a aussi, entre autres, appris à l'école comme telle. Donc, ça a été ça. Donc, vous comprenez qu'elle est devenue une formidable mère et épouse suite à ça. Puis, un petit peu plus tard, elle a décidé, les années 70, c'est l'année où les femmes aussi veulent vraiment s'émanciper. Puis, elle a vraiment fait partie de ce groupe-là où, là, elle est entrée comme simple
agente là, dans une petite entreprise où on faisait la distribution des catalogues Eaton, Simpson Sears et tout ça. Là, on est rendu à ce moment-là, on vit sur la rive sud de Montréal. Et finalement, cette femme-là qui avait une 11e année, qui ne parlait pas anglais, et tout ça, est devenue la directrice de ce bureau qui a prospéré, qui faisait affaire avec Toronto et tout ça. C'est pour vous dire que, c'est ça, on peut être plusieurs choses dans notre vie. Oui, on comprend un peu ton ADN aussi. Pour moi, ça a été un modèle. Ma mère, ça a été vraiment un modèle extraordinaire. Ta sœur est plus vieille ou plus jeune? Plus jeune. Oui, c'est ça. Puis c'était quoi la relation familiale avec ta sœur, tes rapports avec ta sœur, tes parents? Comment tu les voyais? Tes souvenirs d'enfance, ça ressemble à quoi? Bien, mes souvenirs d'enfance, vraiment des souvenirs heureux. Souvenirs heureux. Où, effectivement, je joue beaucoup avec ma sœur, c'est sûr. Je deviens aussi responsable très rapidement parce que, compte tenu qu'on a seulement 11 mois de différence, je reste pas bébé longtemps. Ouais. Donc, je deviens la grande sœur. J'ai toujours eu l'impression que j'avais une grosse différence d'âge avec ma sœur. Peut-être à cause de ça, puis à cause de mon tempérament aussi. Là, il faut le dire, je suis une leader dans la vie. Alors, j'étais comme ça aussi. Quand on jouait à l'école, je passais plus de temps à être l'institutrice que l'élève. Ouais. Tu sais, je la bossais pas mal. Là, tu sais, mais il reste que le fait aussi qu'on était si rapprochés, ça a donné lieu aussi à des identités qui ont voulu aussi je dirais se développer, mais avec des différences, tu sais. Oui. Tu as le goût de différencier de l'autre. Ma sœur, c'était vraiment la fille de gang, tout ça, qui aimait jouer dehors. Puis moi, j'étais vraiment la petite nerd là, à l'intérieur, pas trop d'amis, qui aime lire, qui aide à aider sa mère, qui était, tu sais, c'est ça. Oui, moi, tu sais, pendant mes vacances, là, je me souviens, je sais pas, quand j'étais fait le secondaire et tout ça, là, tu sais, j'ai lu tout le théâtre classique. Tu sais, il fait beau dehors, moi, je lis du théâtre classique, là. Tu sais, c'est... Fait que tu devais être bonne à l'école. Oui, j'étais pas mal bonne à l'école. Ouais. Oui, c'est ça. J'aimais beaucoup ça. Donc, c'est ça. C'est des souvenirs heureux, mais j'ai envie de dire aussi un sentiment aussi de solitude. Ce qui me manquait énormément, moi, c'était la famille, les cousins, cousines qui étaient dans le Bas-Saint-Laurent. Parce que vous avez déménagé beaucoup. Oui, c'est ça. Puis moi, l'été, en fait, c'était la saison là, des... Ça, c'est extraordinaire, là, quand je pense à l'été là, de mon enfance, parce que aussi, on n'avait pas de voiture. On est au à Montréal, tout ça, mais mes parents n'étaient pas assez fortunés pour acheter une voiture. Okay. Donc, on utilisait le transport en commun. On était déjà écologique à cette époque-là. Puis, l'été, on partait 1 mois dans le Bas-Saint-Laurent en vacances, au mois de juillet, mais on partait en train. Oh, wow! Ça doit être des beaux dans un souvenirs. wagon-lit. Ah, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Ça, là, j'étais malade toute la journée. Je faisais de la fièvre toute la journée qu'on partait. J'étais trop énervée. J'étais excitée. Je m'ennuyais tellement de mes cousines, mes cousins, mes grands-parents. On les voyait 1 à 2 fois par année. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Puis, je m'en ennuyais toute l'année. Puis, on s'écrivait. Dans ce temps-là, on s'écrivait. Et puis, je dirais que si j'ai fait le choix à l'époque avec le père de mes enfants de venir au Lac-Saint-Jean, là, parce qu'il y avait, on va arriver là tantôt, il y avait un choix. C'est vraiment pour retrouver, entre autres, ce sentiment-là de bien-être, de vivre en région. Puis c'est ça, de vivre en communauté, ce que je ne vivais pas du tout, moi, à Montréal ou à Longueuil. Longueuil, j'ai tellement... Pour moi, là, c'est... Ça a-tu été dur de faire des... Tu sais, comme vous déménagez souvent, tes amis, tout ça, l'adaptation, mais de faire des amis, est-ce que c'était compliqué? Moi, je peux pas dire, c'est ça aujourd'hui que, tu sais, quand je rencontre du monde ici, moi, j'ai pas été à l'école avec ce monde-là. Ça a été même partout où je suis allée. Tu sais, j'ai vécu à Québec parce que j'ai étudié à Québec aussi. Donc, moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est m'adapter. M'adapter. Puis si
tu t'impliques pas ou si tu fais pas les efforts pour t'intégrer, ben il n'y arrivera rien, tu sais. Fait que ça passe pas juste par le travail. C'est devenu une force quand même pour toi, là. Oui, Un outil ben oui. extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis de l'avant aussi, par exemple, au travail, dans toutes les entrevues que j'ai pu passer justement pour des contrats, pour du travail, même en politique. Tu sais, j'étais capable de dire que moi, je connaissais le Québec, que moi, tu sais, j'avais une capacité d'adaptation aussi. Donc, il y a une amie, par contre, quand j'ai parlé de Saint-Guillaume tout à l'heure, mon amie Odette, avec qui j'ai noué une amitié à la récréation, premier jour d'école en février. On a le même manteau qui avait été commandé chez Eaton, la même tuque, puis on est dans la même classe, puis on a un coup de foudre, puis là, on va devenir amis, puis on est encore amis aujourd'hui. On ne s'est jamais, jamais, jamais abandonné, malgré tous les déplacements qu'on a faits. C'est génial, ça. Oui. Puis là, arrive au moment où tu deviens une adolescente. T'es rendu où à ce moment-là dans ta vie? Es-tu encore à Montréal? J'étais à Longueuil. T'es rendu à Longueuil. Oui. L'adolescence, c'est une période où on change, là, les premiers amours, Oui. on est plus rebelle, etc. Comment tu as vécu ton adolescence par rapport à ta famille, mais à ton milieu, tes amis, ta sœur? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, bien, c'est ça. Moi, d'abord, l'adolescence, ça commence avec... on va commencer au secondaire 1, là, tu sais. Moi, je fais partie de la première cohorte au Québec où on a fait l'expérimentation de faire sauter la 7e année. Oh. Oui, c'est ça. Alors, puis, parce que j'étais bonne à l'école, il offrait ça aux 6 premiers de classe. Puis avec l'accord des parents et tout ça. Moi, j'avais dit à mes parents, oui, moi, je veux sauter ma 7e année. Puis ils nous ont tous, en tout cas à Longueuil, à l'époque, là, Ville-Jacques-Cartier dans le temps, avant qu'ils soient annexés. Donc, ils nous ont tous réunis, ceux qui étaient dans Ville-Jacques-Cartier, dans une école au coin de Chambly-Curé-Poirier, Jeanne-Dufresnoy. On était toutes des premières classes, une secondaire 1, 8e année, donc tous dans la même école, tout du monde là, qui performe aussi. Fait que là aussi, ça change ton sentiment parce que là, tu seras peut-être plus le premier de classe. Fait que là, ça, c'est une autre adaptation aussi. Puis après ça, après cette année-là, là, on s'est tous dispersés dans les polyvalentes. Moi, je suis allée à la polyvalente Gérard-Filion. 3500 élèves à l'époque. Là, tu deviens un peu pas personne, anonyme. Mais tu perds, fait que là, alors là, puis ça va être vraiment là, fondamental dans l'histoire de ma vie par la suite, dans les choix que je vais faire. Je m'implique au service de la pastorale. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, il y avait le service de la pastorale. Puis c'était, en fait... il y en avait encore à mon époque. Oui, l'ancêtre de la jeunesse étudiante catholique, on s'en souvient, parce qu'il y avait aussi les travailleurs, là, la JOC, la JEC. Puis, dans le fond, à cette époque-là, il y avait un côté, je dirais, religieux, dans le sens où il y avait toujours une petite partie des activités qui étaient reliées à ça, mais... en fait, les animateurs qui étaient engagés là, au sein de ce département-là, ils nous apprenaient à travailler en équipe et à élaborer un projet dans l'école. Puis, moi, j'ai eu des cours d'animation de groupe, des camps de fin de semaine sur des thèmes d'engagement social. Puis, parce que j'étais très impliquée dans la polyvalente, j'ai été choisie à la fin de mon secondaire 4 ou 5 pour faire partie d'un groupe qui était semblable à celui-là, mais d'étudiants, d'élèves engagés dans leur polyvalente. On a vécu une semaine à l'île d'Orléans, donc au mois de juillet, de réflexion et d'activité sur l'engagement social. Et ça a été... un acte fondateur. Oui, absolument. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as une idée de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Dans ce temps-là, je voulais être peut-être bibliothécaire. Okay. C'est ça. Peut-être journaliste. C'était pas si défini que ça, mais il y avait une chose dont j'étais certaine. Je voulais pas être en sciences. Je n'étais pas bonne en sciences. Moi, j'étais forte des gens. J'étais forte en langue parce que j'ai fait de l'espagnol aussi à cette époque-là. Les lettres, la littérature, la philosophie, la réflexion, la psychologie, tout ça m'intéressait. Et c'est pour ça qu'après, bien là, c'est ça, j'ai fait une demande au cégep, mais en philosophie.
OK. Et puis là, ben c'est ça. Ensuite, j'ai eu un cours sur la littérature orale, sur le conte comme tel, parce que le phénomène de la croyance, c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis je pensais même à la théologie, mais pour aller en communication éventuellement. OK. Puis, tu vas dire, c'est quoi le lien, là, tu sais, mais... Non, mais En fait, c'est des formations générales qui t'amènent à réfléchir sur les phénomènes de société. Ben oui, c'est ça. Et ça, j'étais certaine de ça. Ça, j'étais certaine de ça. Où est-ce que ça m'amènerait, je ne savais pas. Mais il arrive ce fameux cours-là, donné par Brigitte Purka, je vais toujours me souvenir, puis où elle nous fait lire Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Et là, j'ai un coup de foudre. Et là, je vais la voir à la fin du cours et je lui dis mais où puis-je étudier ce type cette matière-là? Alors, là, elle me dit, bien, finalement, il y a l'Université Laval, Arts et tradition populaire, puis il y a une université aussi à Saint-Jean-Terre-Neuve. Alors, et là, ça a été très déterminant. Puis j'ai fait ma demande pour entrer donc en arts et tradition populaire pour devenir ethnologue. Et avec une mineure en journalisme, où là aussi, c'était contingenté, où j'ai été acceptée. Donc, vous voyez, là, les morceaux commencent à se placer. Les communications et tout ça. Puis mon but, c'était éventuellement aussi de peut-être travailler dans le secteur des communications, mais à titre de recherchiste, par exemple. Bon. Puis finalement, j'ai décidé de faire une maîtrise en ethnologie, donc en arts et tradition populaire, et je l'ai fait sur... en fait, j'ai fait la biographie du folkloriste au Villa-Légaré. Oh! Et donc, j'ai écrit cette biographie-là pour expliquer les transitions culturelles au Québec. C'est Au Villa-Légaré, témoin de transition culturelle au Québec. Et ça m'a amené à raconter toutes les phases, en fait, le passage de la culture artisanale au Québec à la culture populaire qui est arrivée avec, en fait, l'avenue des médias. Et je dirais le star system, là, tu sais, le concept des vedettes et tout ça. Et lui, parce qu'il avait autant... il avait commencé au Monument national, il a fait du théâtre, il a écrit énormément aussi pour la radio. Ensuite, il a fait le passage à la télévision, il a été comédien, il a été acteur, il a joué dans un film d'Hitchcock. Il a tout fait, lui. Alors, c'est pour ça que mon directeur de thèse, à l'époque, m'avait dit écoute, c'est formidable, cette vie-là, parce qu'elle nous fait traverser par sa vie, on va traverser, tu sais, on va être capable d'expliquer du Québec, exactement. Ça a été une aventure formidable, ça aussi. Fait que là, tu es à Québec, tu finis, tu es ethnologue. Et là, qu'est-ce qui arrive en avant de toi? Alors, je suis engagée à Parc Canada au service de l'interprétation historique. Oh. Et là, j'y travaille comme documentaliste, recherchiste et réalisatrice d'exposition. OK. Alors, je suis attitrée au district de Québec. Ah, OK, c'est ça. C'était ça ma question. À Québec. Oui. Ouais. Oui, au district de Québec. Et là, ça va être formidable. Et là, est-ce que tu as déjà rencontré le père de tes enfants? Non. Pas encore. OK, on n'est pas rendu là. Non. Non, mais moi, je place les morceaux tranquillement. Non. Ouais. Absolument. Et là, donc, il va y avoir cette phase-là. Puis, on est au début, des années, au début des années 80, et souvenons-nous de la période économique du début des années 80. Et arrivent aussi les conservateurs au pouvoir, Brian Mulroney. Et là, il y a des coupures qui se font. Puis là, moi, j'étais à Parc Canada. On est quelques-uns qui sont entrés puis qui n'ont pas de permanence. Et là, il va y avoir des coupures. Puis, donc, on n'est pas... on poursuit pas de projet comme tel chez Parc Canada. Par contre, là, on est récupéré par le privé. Donc, c'est les firmes de design qui travaillent en design, en scénarisation, d'exposition, qui, là, vont me récupérer. Moi, je vais y travailler autant comme conservatrice, documentaliste et réalisatrice d'exposition. Wow. Et puis... Tu vas faire ça combien de temps? Donc, ça, je vais faire ça jusqu'en 85, 86, parce que là, j'ai rencontré effectivement le père de mes enfants, qui, lui, termine un doctorat en psychologie à l'Université Laval. Et nous autres, ça a été comme le coup de foudre. 6 mois plus tard, je suis tombée enceinte de Sophie. Puis
Puis là, ben, c'est ça, il va terminer sa thèse. Quand il termine, il y a plusieurs options devant lui pour travailler, puis même dans d'autres provinces aussi du Canada. Ah ouais. Et finalement, il y a un poste qui est ouvert parce que lui, c'est vraiment un hasard. Il est de Rimouski comme mon père. Hein? Et donc, il applique à la Villa des Lys pour y travailler en déficience intellectuelle. Puis, il est engagé. Puis, nous autres, on prend cette décision-là parce que quand il y a des offres et tout ça, puis moi, je suis à contrat, puis j'ai ma Sophie, puis tout ça, j'ai ralenti des activités. Fait que là, t'es prête à Moi, je suis prête. Oui, c'est ça. Moi, je suis prête. Je dis, c'est une décision commune, puis on dit, ouais, nous autres, on a le goût de vivre en région. Et puis là, ben, on connaît personne au Lac-Saint-Jean. Puis, ben, il passe l'entrevue, il l'obtient, puis là, ben, on déménage. À Alma. Oui, puis là, ben, je me souviendrai toujours que j'avais une collègue qui était documentaliste aussi à Parc Canada, puis que j'avais toujours un lien, puis qui m'avait dit, elle était originaire d'Alma. Et puis, elle m'avait dit, qu'est-ce que tu vas aller faire là, Alma? Elle avait quitté Alma parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait rien à faire. Mais il faut dire aussi qu'on était dans une période, dans les années 80, là, c'est la crise économique. Puis les taux d'intérêt sont immensément élevés. Puis il n'y a pas beaucoup d'emplois, là. Ceux qui sortaient de l'université, c'était dur, là. C'était vraiment dur, là. Alors là, c'est pour ça aussi qu'elle avait quitté, elle. Fait que là, j'ai dit, non, moi, je suis certaine que je vais me débrouiller. Mais c'est ça, fait que... Mais ça a été je vis vraiment... En fait, tout migrant, comme personne immigrante, il vit vraiment, tu sais, une lune de miel. Là, t'arrives, puis sky's the limit, puis t'es content, puis t'es fier de ta décision. Mais après, là, t'as un petit crash, là. Oui, quand t'arrives à Alma, là... Mais moi, j'ai travaillé en plus en muséologie, les gros budgets et tout ça. Tu sais, exposition au Musée du Québec. Tu sais, Parc Canada, on avait des gros budgets et tout ça. Puis là, ben, tu arrives ici, puis c'est des petits musées régionaux. C'est pas sûr que tu vas trouver de l'emploi, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai travaillé finalement à contrat là, pour différentes organisations. Puis en même temps aussi, l'Université du Québec à Chicoutimi m'a appelé. Ils avaient appelé au Musée de la civilisation à Québec. Mes chums de filles avec qui j'avais travaillé étaient là. Ça venait d'ouvrir le Musée de la civilisation. Ils ont dit, hey, on a besoin de quelqu'un. Quelqu'un à nous référer pour travailler sur un projet au Musée Louis-Aymon. Parce qu'il va y avoir un projet spécial avec des étudiants en art, tu sais, de l'université, puis tout ça, dans le Haut-du-Lac. Puis là, ils ont dit, bien, vous l'avez chez vous, elle est au Lac-Saint-Jean. Fait que finalement, j'ai eu cette charge de cours-là dans les années 90. Là, puis, c'est là qu'on voit que les contacts qu'on fait dans notre vie, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous servir. C'est incroyable, c'est ça. Puis, on a mené à bon port ce projet-là. Et le directeur a quitté, puis le conseil d'administration m'a demandé d'assurer la direction générale par intérim. Ce que j'ai fait, puis après, bien là, j'avais eu le temps d'avoir une autre fille, puis là, ben c'était un peu compliqué, là, les horaires et tout ça. Ils étaient en bas âge, puis j'ai pas continué. J'ai même arrêté 4 ans là, pour être à plein temps avec mes filles. Okay. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo-Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo-Terreur saison 3, ça s'en vient. Tabou-Goût-du-Lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit! On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation.
À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy, et mon collaborateur, Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Elle est comment, la Josée, maman? Oh mon Dieu, ben c'est une maman qui adore ses filles, puis très impliquée. C'est ça, moi, ça a été un gros tiraillement dans ma vie. Au début, c'est pour ça que j'ai arrêté 4 ans aussi, là. Je voulais être très présente dans l'éducation de mes enfants. Tu sais, la mère que j'avais eue, tu sais, le modèle et tout ça. Puis jamais ça. Je suis proche de mes filles. Tu sais, c'est encore pareil aujourd'hui. Puis, Est-ce qu'elles sont dans la région, tes filles? Non, elles ont quitté toutes les deux. C'est correct. Oui. Bien, j'en ai une qui est justement... les pommes ne tombent pas loin de l'arbre. J'en ai... Ma plus vieille est journaliste. Maintenant, elle est rédactrice en chef d'un magazine de cuisine. Donc, elle est à Québec, chez Pratico-Pratique. Et Marie-Lou, elle est docteure en psychologie. Et elle coordonne un laboratoire de recherche et une clinique aussi à l'Université Laval sur les troubles alimentaires. Wow! Hein? Les deux sont dans toute la cuisine. Oui, Avez-vous vu ça? Oui. La cuisine. La cuisine, troubles alimentaires. C'est ça! C'est intéressant. Fait que là, après ces 4 années-là, c'est quoi, t'es tanné d'être mère à la maison ou t'as une opportunité qui s'offre à toi pour te dire, là, qu'est-ce que je fais? Ou... Bien, c'est ça, parce que j'étais engagée. En parallèle, moi, j'étais engagée à l'école. Hey, moi, là, quand Sophie a commencé la maternelle, c'est vite à l'Assemblée générale parce que je voulais être là, moi, là. Mais aussi parce que j'avais eu l'exemple de mes parents Mes parents, dans le temps, là, il faut dire que c'est la réforme parents, début des années 60. Moi, je commence l'école en 64, l'année de la création du ministère de l'Éducation. Okay. Donc, et là, écoute, c'est une révolution, hein, on s'en rappelle. Puis, il y a la possibilité, c'était pas obligatoire, possibilité de créer des comités d'école, des comités de parents, qui appelaient ça, je pense, en tout cas, dans les écoles. Puis mon père, il a dit, à Montréal, là, à Ville-Saint-Michel, il a dit, on en crée un. Puis ma mère a suivi. Puis c'était leur façon de s'impliquer. Quand on déménageait, bien, s'il n'y en avait pas, ils en créaient un. S'il y en avait un, bien, ils embarquaient.
Puis, mon père est devenu, même dans la région de Drummondville, le président des comités de parents de la région de Parce que ça Drummondville. crée des réseaux déjà, tu rencontres des gens. Oui, puis, exactement. tu t'assures que tes Moi, là, enfants- j'étais tellement fière de mes parents. Là. Puis, il invitait toujours la direction puis les enseignants à prendre un café à la maison après la réunion. Mais tu sais, nous, on était couchés là, dans ce temps-là. Mais tu sais, je me trouvais une défaite pour me lever, pour les croiser, parce que j'étais fière de ça. Puis là, je me disais, moi, quand je vais être mère, je vais m'impliquer comme mes parents. Tu sais, je suis vraiment la petite fille modèle. là. Pensais-tu Ouais. qu'elle allait t'impliquer autant que ça? Bien là, je savais pas que ça allait me mener à ça, c'est sûr. Mais j'ai tellement aimé ça. Ça a été ma façon... Ça a été ma façon de m'intégrer dans la région. Donc, Les comités de parents pour commencer. Oui, effectivement. Puis là, tu commences à prendre de plus en plus de place dans ces comités-là. Comment ça se passe? Est-ce que tu te fais solliciter ou tu sens que la place est là pour te permettre de t'épanouir? Bien, je me suis présentée à l'Assemblée générale, j'ai été élue. Puis, tu sais, il n'y a jamais beaucoup de monde dans ces assemblées-là. Là. Tout le monde dit que c'est bien important, mais il n'y a pas grand monde qui est là. Puis là, bien, finalement, un an après, c'est les gens, les parents qui m'ont demandé d'être à la présidence parce que la présidence quittait. Puis tu sais, c'est de fil en aiguille. J'étais présidente du conseil d'orientation, ça existait dans ce temps-là. Puis, après ça, la commissaire du quartier, elle me voyait aller. Puis, elle quittait. Puis, en tout cas, il y avait tout un remaniement du territoire aussi. À l'année où elle m'a téléphoné, elle m'a dit, moi, je te regarde aller, puis elle dit, il faut absolument que tu te présentes. Qu'est-ce que tu en penses? Puis bon... Puis, j'ai pas pris beaucoup de temps pour réfléchir. Je me dis, ah oui, parce que il faut le dire aussi que depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai l'âge de m'intéresser aux conversations adultes, je suis une mordue de politique. Depuis que je suis jeune, qu'ils disent, elle va être députée un jour. Mes tantes, mes oncles. Parce que, tu sais, c'est ça, j'ai une grande boîte. Ouais, J'ai beaucoup d'opinions. Tu es capable de défendre, tu as des arguments. C'est ça. Intéressant. C'est ça, j'ai une réflexion, je m'intéresse à ça. C'est souvent c'est un monde d'hommes aussi. C'est ça, c'est Encore les plus pour- oncles, tout ouais, ça. ouais. C'est ça. Puis, D'où l'importance d'avoir des femmes. Oui, Ouais, ouais. c'est ça, exactement. Donc, c'est ça, je me présente, puis je me présente comme quelqu'un qui est déjà en place à Île-Maligne, puis finalement, ben, moi, j'ai toujours fait des élections là, pour me faire élire. J'ai toujours eu de l'opposition et tout ça. Puis finalement, ben oui, c'est le porte-à-porte. Il y en a qui rient de ça, là, les élections scolaires, là, mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'immense privilège d'être proche de Paul Gérin-Lajoie. On avait de l'affection l'un pour l'autre. Puis c'est ça. Puis je l'ai tellement remercié souvent de ce qu'il avait donné au Québec. Puis il m'a tellement parlé de l'importance de la prise en charge de l'éducation par la communauté. Et ça, il disait toujours, Josée, l'éducation, ça appartient à la communauté, ça doit être géré par la communauté. C'est la communauté, c'est les représentants de la communauté qui connaissent les besoins, qui peuvent prendre les meilleures décisions. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut et tout ça. Ben, c'est ça. Moi, je suis une femme de mission, d'engagement. Puis à toutes les fois que j'ai gravi des échelons, c'est aussi, il faut que je vous l'avoue, là, c'est du monde qui vient de me taper sur l'épaule. C'est toi là, qu'il faut qu'il aille en avant. Là. Puis toi, t'as-tu déjà eu le vertige, tu sais, entre le moment où tu arrives, tu es bon à l'école, puis là, tu te ramasses au national, je veux dire, il y a plein d'étapes qui se passent, mais as-tu amené le vertige de faire là, est-ce que je suis en train de perdre le contrôle, ou tu as toujours été très, très à l'aise et groundé, je m'excuse l'expression. Oui, mais c'est ça. Je suis toujours allée par étapes. Bien, j'étais comme ça aussi avec les filles. Je prenais des responsabilités au fur et à mesure que j'étais capable de gérer mes choses, de contrôler mon environnement, de me sentir à l'aise, puis, je dirais, à la hauteur. Tu sais. Puis, dans ce cas-là, quand tu montes les échelons, il ne faut pas trop que tu réfléchisses à ça parce qu'effectivement, ça donne le vertige. Tu te dis, bien, voyons, c'est comme si la fonction est plus haute que tu es vraiment, dans le sens où ça embrasse tellement large, oui. La responsabilité est tellement grande parce que, comme quand tu atteins le niveau de la présidence de la Fédération des commissions scolaires du Québec, tu dois donc représenter tes membres. Tu sais, je présidais un conseil, moi, de 61 personnes. C'est tous des présidents de commissions scolaires. Ce sont tous des gens
qui sont des leaders dans leur milieu. Qui ont des réalités différentes. Des réalités différentes. On parle de Montréal, puis on parle des îles de la Madeleine, puis on arrive par consensus à avoir des positions. Donc, ils te surveillent dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas livrer dans les médias. Tu as aussi à travailler avec des syndicats. L'éducation, hein, en éducation, les gens, ils réfléchissent, ils parlent. Et c'est quelque chose, là. De l'argument, il y en a. Ouais. Les gens, ils sont capables de beaucoup de réflexion. Et puis, il y a tous les autres partenaires, là. C'est les directions d'établissement, c'est les comités de parents. Et, bien évidemment, il y a le ministre. Ben oui. Puis puis le gouvernement à place. Oui, c'est ça, là. Puis les journalistes, parce que aussi... c'est le public nous regarde. Tu sais, j'accordais 200, 300 entrevues par année. Puis l'éducation, c'est large. Les gens, je pense, voient pas jusqu'à quel point ça embrasse large. Ou quand on dit qu'on fait partie du développement économique, je dis encore « on » parce que ça m'a jamais quitté. Tu sais, j'ai siégé 8 ans à la Commission des partenaires du marché du travail avec le Conseil du patronat, les chefs syndicaux. Ce sont les organismes communautaires qui y sont aussi. En fait, ce sont tous les, je dirais... tous ceux qui sont en autorité au Québec, là, qui dirigent le développement socio-économique du Québec. C'est impressionnant aussi quand tu t'assois là la première fois, tu es au 22e étage de la Bourse de Montréal. Là, tu sais, puis là, je pensais à mon père, justement. Tu sais, à toutes les fois que j'entrais là, je me disais, mon Dieu. Ton père était décédé à ce moment-là? Non, mais tu sais, mon père, à toutes les fois, tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, la Bourse de Montréal, tu sais, je ne sais plus la Bourse, mais tu sais, qui aurait dit quand j'étais toute petite, moi qui aimais, je sais pas, qui était plus tournée vers la littérature et tout ça, qui serait en train de décider puis de négocier avec, bien, finalement, c'est ça, toutes ces personnes-là, mais dans l'édifice de la Bourse de Montréal. C'est drôle à dire, mais en tout cas, c'est ça. Puis aussi dans des missions internationales, évidemment, au Canada aussi, avec, tu sais, j'étais gouverneure à l'Association canadienne d'éducation, tu sais, de langue française, à la Canadian School Boards Association. Rien qui te faisait peur. Est-ce que le fait que tu sois une femme, est-ce que tu as l'impression que ça t'a ouvert les portes ou que ça a été plus compliqué ou ça dépend des situations? Là? Moi, là, d'abord, je me suis jamais arrêtée à est-ce que je suis une femme? Ben, voilà. Parce que aussi... Exactement. Mais quand j'étais toute petite, parce que je mesure 5 pieds, tu sais, j'ai même été hospitalisée quand j'étais jeune pour savoir, est-ce qu'on voulait savoir si j'allais grandir normalement. Une semaine à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui, on peut en rire. Dans ce temps-là, c'était ça. Puis ils ont conclu que je serais une femme de 5 pieds. Okay. Alors, c'est vraiment ça, c'est sur la ligne. Et puis, quand j'étais petite, des fois, j'avais tendance à dire à maman, je suis pas capable. Tu sais, elle disait, non. T'es petite, mais t'es capable. Puis, avec une langue, on va à Paris ou à Rome, en tout cas. Bon. Alors, ben c'est ça. Alors, j'ai toujours suivi ma voix, mon instinct. Puis, oui. Est-ce que j'ai dû me battre pour faire ma place? Oui, absolument. Ben non, mais t'étais là pour ça aussi. Non, mais je vis encore des choses. J'en vis encore. Okay. Il y a de la jalousie. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a encore des dinosaures qui n'aiment pas ça, des femmes, qui... Parce qu'ils vont te dire, tu fais de la politique, si tu fais une entrevue ou si tu donnes ton opinion. Ou, j'en reviens pas. J'en reviens pas que ça existe encore. Au 21e siècle. Là. Oui, c'est ça. Puis il faut dire aussi, quand je suis arrivée aussi au Lac-Saint-Jean, quand tu entres dans le monde politique, là, sur la scène politique au Lac-Saint-Jean, c'était beaucoup un monde d'hommes. Mais c'est encore... Quand on regarde juste qui est maire, là, puis par exemple, des grandes municipalités ici au Lac-Saint-Jean, là, actuellement, ce sont tous des hommes aussi, là, les préfets. Heureusement, on a des mairesses, on a des conseillères municipales, mais on le sait, les statistiques nous le démontrent, c'est pas assez encore. Ça est en train de changer, mais ça change pas rapidement. Oui, puis j'ai l'impression que les femmes, ce que je regarde, là, parce que je suis actuellement dans le milieu communautaire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Cette semaine, j'étais dans une réunion, là, sur 100 personnes, je veux dire, c'est sûr que c'était 95 de femmes. Je pense que les femmes
aime plus s'impliquer concrètement là, dans des activités ou des causes, tu sais, puis plutôt que de faire de la politique. C'est dur de faire de la politique. Je te dis que... oui. As-tu des grands... des échecs qui t'ont fait mal ou, au contraire, des victoires où tu fais « Wow, tu étais contente de livrer la marchandise. » J'ai vécu les deux. Mais je vais prendre un exemple pour illustrer les deux. OK, parfait. Je me suis présentée à l'investiture du Parti québécois l'année où Stéphane Tremblay a fait le transfert du Bloc québécois vers le Parti québécois. Puis à cette époque-là, j'ai annoncé avant lui que je me présentais à l'investiture du Parti québécois. Je rêvais d'être députée. Hein? Et depuis que je suis petite, quand on me disait « Toi, tu vas être députée », je savais que j'étais aussi parce que il y avait déjà des ministres au gouvernement qui m'avaient approché, qui m'avaient dit « Josée, tu es ministrable aussi. » Fait que, regarde, j'ai été beaucoup encouragée. Bon. Et puis finalement, on le sait, Stéphane a annoncé que finalement, il se présentait. Ça, c'est très dur, les investitures dans les familles politiques. C'est dur. C'est chicané en famille, quasiment. Oui. Fait que c'est ça. Même si on essaie de dire, ben non, tout va bien, c'est dur. Puis quand on se présente, on a envie de gagner. C'est ça. C'est pour ça qu'on y va. Puis, donc, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Mais j'ai tellement appris de cet échec-là parce que Stéphane, il était déjà député, il y avait... puis c'est là que j'ai vu aussi que la famille, d'avoir de la famille, tu sais, quand tantôt, là, tu disais, la famille, tu n'es pas d'ici, tu n'as pas de... Tu sais, moi, c'est ça mon réseau, là, il n'était pas si énorme que ça. Mais donnons tout le crédit à Stéphane qui avait mené une excellente campagne. Puis moi, j'ai fait des erreurs. Puis moi, c'était important pour moi de faire mon post-mortem après. Et je dirais, toutes les erreurs que j'ai notées, je m'en suis servie pour, en fait, en faire quelque chose de positif qui m'a menée après à la vice-présidence et la présidence de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Ouais. Parce que là, il a fallu que je mène une campagne aussi. Là. Oui. On était les 2 fois 3 sur les rangs et j'ai gagné avec des majorités absolues, donc au premier tour. Fait que ça, quand tu dis, est-ce que tu es fier? Hey, ça, tu es fier. Oui. Quand tu passes au premier tour, là, parce que à la Fédération, ça fonctionne aussi avec t'as tant de délégués, donc tant de voix au nombre d'élèves dans ta commission scolaire. Donc, il fallait absolument que j'aie avec moi le territoire de Montréal et tout ça. Que tu fasses le tour. Donc, la fille du Lac-Saint-Jean, d'une petite région, est devenue présidente de la Fédération avec l'appui des 3 commissions scolaires de Montréal. Hey, c'est fantastique, en fait. C'est toute une histoire, là. Ça fait un scénario de film. Et là, je vois le temps qui file. Et là, tu fais ça avec brio pendant combien de temps tu étais à la présidence? 8 ans, 6 ans à la vice-présidence, 14 ans à la Fédération. 14 ans quand même. C'était toute une carrière là, que tu as fait à ce niveau-là. Rapidement, qu'est-ce qui te fait arrêter? Est-ce que tu décides à un moment donné que c'est assez? Oui. Oui? Tu as fait le tour? Oui, parce que j'ai mené le plus grand combat de ma vie professionnelle, c'est-à-dire faire en sorte que les commissions scolaires ne soient pas abolies. Le Parti libéral a donc tenté de... tu sais, il a fait comme la CAQ. Oui. Et cette lutte-là, ça a été une lutte de tous les instants. Ça demande de l'organisation. Quand on dit « vous avez gagné à cause des Anglais, des anglophones », ça, c'est facile à dire. Oui, il y a une partie de ça. Mais regarde, là, la CAQ les a abolis, les francophones. Là, mais Jennifer McCarron, David Daou, qui était là avant comme président aussi, on a eu la stratégie de travailler main dans la main, minute après minute. Et ça a été payant. Ça a été très payant. Quand je dis que, bien là, moi, à ce moment-là, il n'y avait jamais eu de francophones au sein de la Canadian School Boards Association, l'Association des commissions scolaires anglophones du Canada. Et là, ils m'ont accueilli dans cette association-là. Et là, je suis allée aller chercher l'appui du reste du Canada avec David Daou à l'époque, en Colombie-Britannique. Notre réunion a eu lieu là, à Victoria. Et là, c'est ça, j'ai défendu avec David cette cause-là. Ils nous ont donné
tous leur appui. Donc, on a eu l'appui de toutes les commissions scolaires, des conseils scolaires anglophones du Canada. Et on est allé chercher aussi celui des États-Unis. Donc, ça a été... on était dans la grosse stratégie. J'ai convaincu les syndicats de nous appuyer aussi. Donc, mais aussi, ça, c'est un travail. Quand on dit, tu ne vas pas chercher ça comme ça, c'est tous les liens que j'avais créés, justement, en travaillant en collaboration, entre autres à la Commission des partenaires du marché du travail, à travers plein d'autres projets sur la persévérance scolaire dont on n'a pas parlé. Bien, j'ai été très impliquée dans ce dossier-là aussi. C'est ça m'a permis d'aller chercher des alliés, les femmes, tu sais, parce que je disais, c'est effrayant, vous abolissez en fait, une démocratie où on dit que les femmes ne sont pas impliquées en politique, mais elles étaient impliquées. C'est là qu'elles étaient peut-être le plus en impliquées. éducation. Ben oui, puis c'est la base oui, de puis nos c'est pas une plus petite politique parce que, tu sais, justement, là, tu sais, on est dans le scolaire puis que c'est des femmes, là, tu sais. Quel regard tu portes aujourd'hui à ce que la CAQ a fait avec les commissions scolaires? C'est épouvantable. OK. C'est épouvantable. Non, mais c'est... Puis là, on le voit qu'il commence à y avoir des problèmes, là. Puis évidemment que les anglophones ont porté ça en cours. Puis dans le temps, bien ça, quand nous autres, on préparait la stratégie, c'était clair. David Daou, après Jennifer qui est devenue députée, d'ailleurs, actuellement, là, au Parti libéral, c'est ça, ils l'ont porté en cours parce qu'il y a des droits linguistiques aussi à protéger, les droits des minorités. Et là-dessus, moi, j'avais toujours dit, parce que même le Parti québécois avait pensé les abolir, moi, j'avais dit à Pauline Marois, Madame Marois, c'est une décision aussi qui aura son effet pour le reste des minorités francophones du Canada. Parce que quel exemple donnera le Québec d'abolir un palier démocratique comme celui-là chez les francophones? Ça donnera le coup d'envoi pour les autres provinces si elles veulent le faire. Puis je pense que ça, c'est un argument qui pesait lourd aussi dans la balance. Mais je voudrais dire aussi, il faut absolument que je parle aussi de l'importance dans ce dossier-là du ministre Sébastien Proulx, que je redoutais lorsqu'il a été nommé, puis qui lui a dit, qui nous a vraiment écoutés, où nos arguments, notre démarche a été tellement, je pense, éloquente, on était bien préparés, qui a convaincu le Conseil des ministres de faire un pas de recul. Ouais. Et 1 an plus tard, j'ai reçu un appel. Donc, c'est le Parti libéral, moi, la fille qui avait été associée au Parti québécois. Et on m'a dit, on crée l'Ordre d'excellence en éducation. Et Mme Bouchard, vous recevez le plus haut titre, émérite. Et pour l'accepter, il faut que vous acceptiez de siéger au Conseil. Et donc, j'y suis depuis ce temps-là, mais je veux dire que le ministre actuel n'a pas bougé. Là, on est en attente de qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Depuis que la CAQ est rentrée, okay. Oui. On a déjà honoré une cohorte de personnes. En fait, c'est vraiment pour souligner l'excellence en éducation au Québec, qui est tellement valorisée. Ben oui. Écoutez, mes collègues, finalement, m'ont élu à la présidence de ce conseil-là. Donc, actuellement, je suis la présidente du conseil. C'est fait pour toi. C'est fait pour toi d'être à la présidente. Et là, pour la dernière partie, là, je veux... Parce que là, on a parlé de toi, tu as fait le tour du monde et du Québec et du Canada, mais là, tu te retrouves à Dolbeau-Mistassini. Ben oui. Parce qu'après ça, tu te retrouves devant quoi? Quand tu arrêtes tout ça, là, est-ce que tu sais ce que tu vas faire ou tu te dis, c'est pas grave, je vais C'est ça, j'avais gagné ça, j'avais fait le tour, j'étais épuisée, j'avais plus de vie privée. Oui, ben oui. Non, c'est une vie, c'est comme une vie de ministre, là, il faut le dire. Moi, il y avait 4 personnes à mon agenda. Là. Bon. Fait que c'est ça. Les seules personnes vraiment là, que je voyais très souvent, c'était mes filles qui étaient à Québec. Puis mes amis, je ne voyais presque plus. Puis évidemment, le fil conducteur de qui on n'a pas parlé encore, c'est mon compagnon, mon amoureux, mon homme extraordinaire, Rémi Rousseau, qui est président à l'époque de la commission scolaire du Pays des Bleuets. Oui. Et puis, donc, quand je prends cette décision-là, on pense on ne sait pas trop qu'est-ce qui va m'arriver. Je me laisse le temps de faire retomber la poussière. Je suis très fatiguée. Puis, mais là, je me dis,
probablement que mon avenir, là, il est à Québec. En tout cas, lui, il dit, je m'ajusterai en conséquence, la retraite s'en vient. Bon. Ça fait 9 ans que Rémi voyage tous les week-ends, qu'il vient me retrouver à Québec. Il part le vendredi soir du garage. Il est impliqué partout. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, l'amour, c'est fort. C'est vrai. Des fois, là, j'ai aussi quelque chose pendant le week-end. Je vais être à Sherbrooke. Je reviens seulement le samedi en fin d'après-midi. Il vient me rejoindre juste pour souper avec moi, repartir le dimanche. Vraiment, là, c'est un compagnon extraordinaire. Et puis finalement, j'ai été, pendant 460 quelques jours, sans emploi. J'ai pas été capable de trouver d'emploi. OK. Avec tout ce que tu avais fait. Oui. Et là, c'est là que j'ai réalisé, parce que j'ai eu des chasseurs de tête qui ont travaillé pour moi. Je suis arrivée 2e à des concours. On cherchait une direction générale. Et puis là, on m'a dit, il y a 2 facteurs aussi qui ont joué contre moi. Je dirais l'image politique aussi que j'avais. On m'appelait le pitbull, hein? Tellement j'étais... oui, je pouvais paraître arrogante. Mais mal te connaître, tellement t'es sympathique. Et puis mon âge. Ah. On parle d'âgisme, hein, c'est ainsi, là. Oui. Moi, je vais avoir 63 ans au mois de juillet. Puis moi, mes modèles, c'est Denise Filiatro et c'est Jeannette Bertrand. Là. Tu sais, moi, dans ma génération, moi, c'est... Oui. Moi, regarde, quand je rencontre ma conseillère financière, là, je dis, tu sais, on fait nos planifications de retraite, là. C'est ça. Moi, tant que j'ai de l'énergie, puis je suis une femme d'engagement, de mission, tu sais, c'est mon moteur. Tu sais, fait que c'est ça. Et puis là, c'est là qu'après, à un moment donné, c'est aussi financièrement, là, parce que vous savez que j'ai pas droit, moi, à l'assurance-emploi. J'ai eu une prime de départ qui a été très contestée. Une chance que je l'ai eue, parce que j'ai vraiment dû aller piger après ça dans mes économies, là, tu sais. Puis je m'étais acheté un condo à Québec et tout ça. Je me disais, je vais le vendre, mais là, on était dans une période à Québec où, contrairement à aujourd'hui, c'était vraiment difficile. Donc, ça a été long. J'avais ma maison à Alma, parce que quand tu es un élu, tu sais, moi, je continuais à venir à mon conseil des commissaires, là, à Alma, là, une fois par mois et tout ça. Donc, tout ça a fait que là, j'ai dit non, on vend tout. Et là, Rémi et moi, on a pris la décision que finalement, oui, c'est moi qui venais le rejoindre ici. J'ai dit, écoute, je vais sûrement me trouver quelque chose. Puis, ça n'a pas été long. Ben, non. Moi, ça n'a pas été long. On connaît les gens de qualité. Puis là, mais il reste que moi, ici, à Dodeboom-Mistassini, tu sais, moi, si ma vie s'était faite à Alma, là, je recommençais encore, je recommence encore. Tu sais, ça va faire 3 ans au mois de juillet, puis je me sens encore quand même dans une phase d'intégration. Pas mal, qui va bien, là, mais il fallait que je me fasse mon réseau. Moi, j'ai un chum qui lui... Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Tout le monde le connaît. C'est ça, exactement. Puis Josée ne peut pas être la blonde de Rémi. Ah, parce que Josée, elle est entière. Puis non, mais c'est ta place aussi. Oui, t'es c'est habituée que le spotlight soit sur toi quelque part. Là. Ça devait être un effort d'humilité. Ah oui, ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité, mais pas par rapport à lui. Non. Moi, là, je suis tellement fière, lui, de ce qu'il fait. Là. Ben oui. C'est ça qui nous a soudés, nous autres, l'engagement. Moi, moi, j'oublie... Josée Bouchard, le spotlight n'est pas sur elle. Là. Mettons, on est dans une sortie publique. Là, c'est mon Rémi, là, je suis tellement fière de ce qu'il a accompli dans sa vie, de ce qu'il est. Mais il reste que... Ce qui demande de l'humilité, puis je le sais, il y a du monde, tu sais, c'est Alexandre Cloutier, il m'a dit à un moment donné, hey, t'es bonne, Josée, tu sais, partir douter, puis d'avoir, tu sais, comme là, aujourd'hui, travailler pour un organisme communautaire. Tu sais, c'est vraiment, il faut croire dans la mission, puis il ne faut pas s'enfler la tête avec qui on a été. Choses pour les bonnes raisons. Exactement. Donc, moi... à travers l'emploi, en tout cas, que j'ai décroché. Là, en ce moment, tu es à Porte ouverte sur le lac. À Porte ouverte sur le lac, c'est ça. Donc, là, c'est ça. Au moment où on se parle, mon contrat a été signé pour 3 ans, donc qui va jusqu'en octobre. Au moment où sera diffusée notre rencontre, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera, mais moi, je vois cette période-là traverser là, déjà comme...
C'est incroyable l'expertise que je suis allée me chercher en immigration. Mais l'ethnologue en toi a dû ressortir. C'est ça. Hein, mais ouais. C'est comme venu marier, c'est ça. Tout ce que t'es. Exactement. C'est la conciliation. Tout ça, je me disais, c'est incroyable, la vie, là, c'est beau. Puis les gens avec qui je travaille sont formidables. Je les appelle les missionnaires, des organismes communautaires des missionnaires, hein, parce que tu ne vas pas là pour le salaire, là. Puis, de me pencher aussi sur, justement, tout le phénomène de l'intégration aussi, je l'ai tellement... Ma vie, ça a juste été ça, tu sais. Ça fait que parce que toi, je à quelque part, tu as été une migrante à plein de moments dans ta vie où tu as changé. Puis les gens, ils pensent pas que quand on migre, tu sais, on n'a pas besoin d'être une personne qui arrive d'un autre pays. Tu arrives sur une autre planète quand tu arrives ailleurs. Il faut que tu comprennes... les mentalités, c'est tout, là, la façon de fonctionner. Ici, c'est enclavé géographiquement. Les gens, ils sont tissés serrés. Ils ont des familles. Ils vivent en famille. Tu sais, les amis, ils ont fait quand, justement, ils allaient à l'école et tout ça. Donc, de pénétrer, là, dans ces cercles-là, là, c'est pas facile. Mais non. Non, mais ça n'enlève pas le fait que les gens sont super chaleureux ici, là. Moi, là, je suis tellement fière. Moi, je suis tellement bleuette d'adoption, là, tu sais. Moi, ce que j'aime ici, c'est la solidarité aussi des gens, la simplicité. Il n'y a pas de classe sociale. Ça, là, c'est merveilleux. Tu sais, tout le monde a du plaisir ensemble. Oui, c'est ça, exactement. T'expérimentes. Moi, d'avoir élevé mes enfants ici, les jeunes, ils expérimentent des activités très jeunes, très rapidement. Tu conduis une auto de bonheur, là, en région, là, tu n'as pas le choix, tu sais. Puis c'est ça, je trouve que tu développes une maturité plus rapidement, puis ça fait que tu as de la drive dans la vie après. Ouais. Puis as-tu d'autres projets pour toi? Comment... Personnellement, ouais. Je m'en suis donné un cette année. Je me suis fait un cadeau, un rêve de petite fille. Oui. Même pendant la pandémie, je ne pouvais pas avoir de prof. Je me suis acheté une application mobile d'apprentissage de piano, puis je me suis acheté un piano. Il est en bas. Puis, depuis décembre, j'apprends par moi-même le piano. Autodidacte, là? Oui. Avec une application mobile qui est excellente. Oui. Wow. Puis ça, là, quand j'ai commencé à pouvoir jouer un air, là, j'étais... le plaisir que j'ai ressenti. Quand tu dis depuis que je suis toute petite que je rêvais de faire ça, je ne l'avais jamais fait. C'est ça qu'on appelle la persévérance scolaire. Oui, c'est ça. Tu as été comme ton cheval de batteur pendant tellement longtemps. Exactement. Puis tant qu'on a la santé, ça, c'est à n'importe quel âge, moi, tant que je vais pouvoir contribuer aussi à ma communauté... T'es toute qu'un atout pour la MRC ici, là. T'sais? Non, mais tu sais, quand on... Non, mais je veux dire, là, moi, je savais que tu avais été importante, mais jamais autant qu'après cette discussion-là. Là, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ça. Je pense que c'est important que les gens réalisent qu'on a des acteurs extraordinaires dans notre communauté. Puis bravo, Josée Bouchard. Merci beaucoup de t'avoir livré, de ta générosité, de ta sincérité. Merci infiniment. Ça a été vraiment un plaisir. C'est un privilège. Bon, c'est très gentil. Merci.